Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 juin et je suis heureux et honoré d'accueillir mon cher ami et frère, Larry Johnson, avec son expérience à la CIA, pour nous aider à analyser ce qui se passe dans le monde. Comme vous le savez, notre projet est tout récent, mais nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien. Nous avons reçu un appui considérable de votre part, partout dans le monde. Et très bientôt, nous serons disponibles dans 12 grandes langues, peut-être même dès la semaine prochaine. Nos voix seront donc entendues partout. La raison pour laquelle nous existons, c'est que nous avons eu le privilège d'avoir accès aux informations qui font l'actualité, et nous les partageons avec vous. Et pas seulement ça, nous vous présentons aussi de vrais experts, comme Larry Johnson et Pepe Escobar, ou encore, dans une autre catégorie avec un autre regard, Vijay Prasad. D'autres viendront nous rejoindre, des personnes capables, de manière indépendante, de comprendre et d'analyser à la fois l'actualité en cours et celle que nous vous présentons. Voilà pour l'introduction. Larry, je te passe la parole. Vas-y. Merci. Je vais vous appeler Dr. Z. Ça vous donne un petit côté personnage de film de James Bond. Ravi d'être le Dr. C. Vous savez, ce week-end, on a vu la première violation ouverte du protocole d'accord par les États-Unis. En Occident, on essaye de présenter l'Iran comme le contrevenant, mais c'est absolument faux. Dans le protocole, l'Iran a reçu l'autorité pour déterminer le passage sécurisé des navires dans le détroit d'Ormuz. C'est le paragraphe 5 du document, et c'est clair. Il ne devrait vraiment y avoir aucune confusion à ce sujet. Quand on regarde les détails du document, il n'est pas dit qu'il y aura un accord entre l'Iran, Oman ou les autres pays du Golfe. C'est très clair, c'est uniquement l'Iran qui détient cette autorité, selon ce protocole d'accord. Même les États-Unis ne prétendent pas avoir le droit d'intervenir dans cette décision. La décision de l'Iran s'appuie sur ce qu'on appelle les protocoles de l'autorité du détroit du Golfe Persique, publiés il y a environ 4 semaines. Ces protocoles précisent les procédures que les pays doivent suivre s'ils veulent faire passer des navires par le détroit. Vendredi dernier, l'Organisation britannique du commerce maritime a tenté d'en faire passer un discrètement, en incitant un navire appelé Ever Lovely à traverser le détroit. L'Iran l'a frappé avec un drone. Et en réponse à cela, les États-Unis ont décidé qu'ils allaient attaquer l'Iran. Or, encore une fois, il n'y a pas une seule interdiction dans tout le protocole d'accord empêchant l'Iran d'agir contre des navires qui, selon lui, violent ses eaux territoriales. Et rien dans ce texte ne stipule que les États-Unis ont un quelconque droit d'application ou d'intervention. En réalité, la seule chose clairement prévue dans le protocole, c'est que les États-Unis doivent cesser d'attaquer l'Iran et d'émettre des menaces contre lui. Eh bien, les États-Unis ont violé ces 2 engagements vendredi. En réaction, l'Iran a mené ce que j'appellerais une riposte symbolique. Ce n'était pas vraiment significatif sur le plan militaire. Et il s'avère que les frappes américaines, elles aussi, étaient plus symboliques que réellement substantielles, si l'on parle de dégâts concrets infligés à l'Iran. Samedi, 2 autres navires ont tenté de traverser le détroit le long des côtes omanaises. Et là encore, l'Iran est intervenu. L'un des navires était accompagné, vous savez, d'une escorte aérienne américaine. Je ne vois pas très bien comment on peut escorter un navire qui avance à 12 nœuds à l'heure alors que les avions volent à 300 nœuds. Mais bon, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, l'Iran a tiré sur ces navires et dans le même temps a lancé une attaque contre la base aérienne de la marine américaine,
le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Cela a entraîné une nouvelle frappe aérienne américaine contre l'Iran, et l'Iran a de nouveau riposté en menant de lourds bombardements, ainsi que des frappes de missiles et de drones sur une base aérienne au Koweït, celle d'Ali al-Salem, puis sur la base d'Alissa à Bahreïn. Mais il n'y avait pas de base aérienne américaine là-bas. À ce moment-là, on se demande, que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que les États-Unis vont riposter et faire monter la tension? Eh bien non, les États-Unis n'ont pas escaladé, ils ont reculé. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce recul. D'abord, les États-Unis sont en train de retirer leurs forces de la région. L'un des objectifs dans la mise en place d'une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique, c'est justement le retrait des forces et des bases militaires américaines des pays du Golfe. Et d'après les informations dont on dispose, des informations fiables, je dirais, grâce au travail du Dr Z, les Saoudiens et les Qataris ont tous deux indiqué aux États-Unis qu'ils devraient libérer les bases qu'ils occupent actuellement ou où du personnel américain est encore présent d'ici 9 à 10 mois. Alors, la base au Qatar, à Al-Udeid, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'activité principale là-bas, c'était le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC. Après le début de la guerre, le 28 février, le CAO a été frappé, et depuis, il a été relocalisé à la base aérienne de Shaw, en Caroline du Sud. Autrement dit, les États-Unis se sont en pratique retirés d'Al-Udeid. Le nombre de personnels qui y étaient stationnés a été fortement réduit. Je dirais que ce qui reste sur place aujourd'hui, c'est surtout une présence symbolique, pas une force significative. On peut dire la même chose de la présence américaine en Arabie Saoudite. Dans le contexte de ce conflit entre les États-Unis et l'Iran, on voit bien que même si les États-Unis n'ont pas annoncé la fermeture du quartier général de la 5e flotte, ni celle de la base d'Al-Udeid, ni un retrait complet de la base aérienne du Prince Saoud en Arabie Saoudite, la réalité sur le terrain, c'est que les forces américaines se sont retirées. On entre donc dans une nouvelle période où les pays du Golfe vont devoir envisager l'avenir sans le parapluie protecteur des États-Unis, comme ils ont pu le constater au cours des 4 derniers mois. Ce parapluie américain, en réalité, n'est pas un véritable protecteur. En fait, c'est un aimant à missiles et à drones. C'est tout le contraire en réalité. Oui, les Saoudiens et les Qataris se disent « Je crois qu'on n'aime plus trop cette situation ». Voilà où on en est aujourd'hui. Les États-Unis ont demandé des discussions. Ils essayent de présenter ça comme si, vous savez, l'Iran nous avait appelés pour parler à Doha et qu'on allait simplement les écouter. Non, c'est bien les États-Unis qui veulent cette rencontre. Ils essayent de maintenir cette mascarade, ou mascarade selon comment on veut le dire, autour d'un protocole d'accord. Mais je pense qu'il y a une pression politique croissante à l'intérieur de l'Iran pour s'en retirer. On verra bien ce qui se passe dans les prochains jours. Bon, est-ce que je peux dire ce que je sais, Larry? Ou tu veux encore ajouter quelque chose? Non, allez-y. Eh bien, Larry, merci beaucoup pour cette présentation. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai fait l'introduction, mais si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime. C'est comme ça que les dieux de l'algorithme de YouTube savent qui nous sommes et diffusent ce contenu à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un j'aime si vous appréciez notre travail. Et puis, il faut bien comprendre, pour le public international à qui ce message s'adresse, qu'il existe un certain niveau d'information qui est accessible au grand public, mais malheureusement filtré et enjolivé par les grands médias. Du coup,
vous ne voyez même pas la réalité brute, seulement une version retravaillée par les médias traditionnels. Et puis, il y a l'analyse, celle qui vient de personnes qui comprennent mieux ce qui se passe. Alors, ici, la raison pour laquelle nous avons fait ça, c'est parce que nous avons la capacité d'obtenir certaines informations privilégiées, des informations qui nous sont confiées. Ce sont des données auxquelles nous faisons confiance, sur lesquelles nous nous appuyons et qui se sont révélées exactes. Et non seulement nous les obtenons et les partageons, mais nous les transmettons aussi à des experts comme Larry, comme Pepe, qui ont une immense expérience dans ce domaine. Ce sont eux qui vous présentent ensuite ces informations. Donc, avant que vous ne les entendiez, elles passent par plusieurs niveaux d'analyse. Et ce que vous entendez, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. D'après ce que je sais, et je l'ai déjà dit à Larry avant qu'on arrive ici, il y a eu une énorme pression sur l'Iran pour qu'il se retire. En fait, la première fois que la Maison-Blanche a ordonné des frappes, l'Iran a tout de suite déclaré qu'il ne respecterait plus le protocole d'accord qu'il avait signé après tant d'efforts. Mais il y a eu aussi un travail considérable du côté pakistanais, qui a joué un rôle très important, notamment à travers une personnalité que peu de gens connaissent, Mohsin Naqvi, le ministre de l'Intérieur du Pakistan. Les gens entendent parler du maréchal Munir. Évidemment, Munir a lui aussi joué un rôle essentiel dans toute cette affaire. Les gens entendent parler de Shahbaz Sharif, le Premier ministre, parce que c'est lui le chef du gouvernement, d'un point de vue institutionnel. Mais il y a un autre personnage qui s'appelle Mohsin Naqvi. Mohsin Naqvi, son gendre, est le chef des 40 millions de chiites au Pakistan. Il est très respecté, très estimé par la communauté chiite en Iran. Il a donc été envoyé à plusieurs reprises par le Pakistan, et tout récemment encore, pour mener des discussions avec ses homologues iraniens, notamment le chef des gardiens de la Révolution, le président du Parlement, bref, toutes les figures de pouvoir. Et aussi, dans une moindre mesure, avec le guide suprême, car celui-ci s'appuie surtout sur les conseils de ses autres responsables. Et on leur a clairement recommandé de ne pas se retirer. En réalité, ils ne vont pas se retirer. Ils vont faire traîner les choses. Ils ne vont pas dire clairement « oui, on se retire » ou « non, on ne se retire pas ». Nous l'avons déjà annoncé sur cette chaîne. Les Iraniens vont organiser une célébration de victoire pour marquer ce qu'ils considèrent comme une victoire stratégique sur les États-Unis lors du cortège funéraire qui aura lieu très bientôt. Ce sera pour l'enterrement d'Ali Khamenei, le père de l'actuel guide suprême, dans l'un des lieux les plus saints du chiisme, à Mashhad. Cela va se passer dans les prochains jours. That is going to happen in the next couple of days. And there is going to be a delegation there from all over the world, but the most important delegation in terms of the negotiations with the United States would be the delegation that arrives from Pakistan. The Prime Minister, other heads of state, the Field Marshal, who are going to be there ostensibly to join the funeral talks and so forth and condolences. But they're going to have very important talks with the Iranian leadership. And it is something that Et c'est une information précieuse que j'ai le privilège de vous transmettre. Les effets ne se feront pas sentir tout de suite, mais cela va transformer toute la région d'un point de vue géopolitique. The entire region from a geopolitical point of view. Saudi Arabia, most importantly, L'Arabie saoudite, surtout, a soutenu fermement le Pakistan. Elle a aussi encouragé le Pakistan et à travers lui l'Iran en disant que le moment est venu pour les États-Unis de partir d'ici, littéralement, de partir d'ici. Et on verra cela se produire dans les 6 à 9 prochains mois. Pas seulement en Arabie saoudite, mais aussi au Qatar, à Oman, et selon nos attentes en Iran également, ainsi qu'aux Émirats arabes unis, peut-être un peu plus tard. Ce que le monde ne sait pas, c'est que le Pakistan a joué un rôle très important pour rapprocher l'Iran et les Émirats arabes unis.
Il y a eu des discussions, certaines secrètes, entre les ministres des Affaires étrangères des Émirats et de l'Iran. Et le résultat, visible aujourd'hui, c'est la reprise des vols aériens. C'est un signe très important. C'est vraiment, vraiment important que l'Iran et les Émirats arabes unis rétablissent des vols entre leurs deux pays. Mais encore plus important, c'est que les vols vers Dubaï vont reprendre. Dubaï, sans liaison aérienne, ce n'est rien. C'est une ville en plastique au milieu du désert, s'il n'y a pas de visiteurs. Donc le fait que les Émirats et l'Iran puissent s'entendre avec le Pakistan comme médiateur pour rendre ça possible, c'est extraordinairement significatif. Parce que ça va, une fois de plus, changer la nature même de la géopolitique dans toute la région et dans le monde. Quoi que fasse Trump maintenant, ça n'a absolument plus aucune importance. Il peut faire ses crises, il peut lancer ses frappes, ce sont des piqûres d'épingle, et ça ne changera rien au résultat de ce qui est en train d'arriver. Je te laisse la parole, Larry. Oui, alors, l'enterrement et la cérémonie autour de l'inhumation de l'ayatollah Khamenei, le défunt ayatollah Khamenei, vont en fait détourner l'attention. D'après ce que j'ai compris, les cérémonies et les commémorations devraient commencer autour du 2 juillet. Donc on parle d'un jeudi et elles vont se poursuivre pendant au moins une semaine, jusqu'au 9 ou peut-être le 11 juillet. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pendant cette période, l'Iran ne sera pas vraiment engagé avec les États-Unis sur une quelconque voie de négociation. L'Iran va continuer à faire appliquer les protocoles dans le détroit d'Ormuz. Et avec cette application, il y a le risque que les États-Unis tentent à nouveau de mener des attaques contre l'Iran. Et n'oublions pas que les États-Unis, tout comme le Mossad en Israël, vont continuer à soutenir et à encourager les attaques kurdes contre la police et les forces frontalières iraniennes. Donc je pense que l'Occident fera tout ce qui est en son pouvoir pour que l'inhumation de l'ayatollah ne soit pas un événement paisible ou silencieux. Il y aura des tentatives de perturbation venues de l'extérieur. Il y a aussi deux autres sujets qui risquent de devenir importants. Le premier, c'est cette impression que l'Arabie saoudite se prépare à affronter les Houthis. C'est en tout cas ainsi que les médias le présentent. Mais en réalité, il s'agit plutôt d'une confrontation entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi qu'entre les factions qu'ils soutiennent respectivement au Yémen. Ce n'est pas tant une question liée aux Houthis. Le déploiement des forces saoudiennes à la frontière avec le Yémen a donc davantage à voir avec les Émirats arabes unis qu'avec les Houthis. Cela dit, les Houthis ont activé et organisé une force de réponse potentielle. En quelque sorte, ils ont rappelé leurs réservistes. Il y a donc toujours la possibilité d'une reprise des combats et d'un nouvel épisode de guerre civile au Yémen. Si le conflit reste limité à une rivalité entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, le processus de paix ne sera pas perturbé. Si en réalité cela ravive les tensions entre les Saoudiens et l'Iran, oui, ce serait un défi direct que le Pakistan essaierait de contenir, parce que cela pourrait faire dérailler tout le processus de protocole d'accord et le processus de paix. Donc c'est une situation instable. Nous avons aussi eu hier la décision du Conseil suprême en Iran qu'il ne faut ni ignorer ni prendre à la légère. Plus des 2/3 des membres de ce Conseil suprême, c'est un conseil religieux, ont en gros mis Arakchi et Ghalibaf en garde. Les termes du protocole d'accord doivent être strictement respectés. Et si les États-Unis refusent de s'y conformer, les responsables iraniens devraient prendre les mesures appropriées, y compris se retirer du processus. Donc encore une fois, c'est un autre élément qui vient s'ajouter à l'équation.
You went silent. Tu t'es tu. Comment? T'étais devenu silencieux. J'ai cru que t'avais mis ton micro en sourdine. I thought that maybe you went on mute. Oui, non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Okay. Well, that's a very, very valuable analysis. D'accord. Eh bien, c'est une analyse vraiment très précieuse, Larry. Ce que je peux ajouter à cela, d'après ma propre perspective, mes contacts et les informations auxquelles j'ai accès, certaines ne sont jamais rendues publiques, c'est que le Pakistan a été extrêmement actif, alors que le reste du monde ne voit que le chaos, en particulier avec Mosul Naqvi, qui est très respecté. Sans oublier que le maréchal Asim Munir et Shehbaz Sharif sont, eux aussi, en contact étroit avec les dirigeants saoudiens et iraniens. Rien ne se passera avant qu'Ali Khamenei ne soit inhumé à Mashhad. Rien de significatif, en tout cas. Je peux vous l'assurer, compte tenu de tout ce que je sais. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas astronome, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais ce que je sais, c'est qu'ils n'ont absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit de ce genre. I know that they do not plan on doing any such thing. I also know that the United States Je sais aussi que l'Arabie saoudite est vraiment, mais alors vraiment en colère contre Trump. MBS est furieux contre Trump et MBS veut que Trump parte, qu'il sorte d'Arabie saoudite. Et le Pakistan tient la main de l'Arabie saoudite et va faire en sorte que cette transition ait lieu. Ça va arriver. Ce n'est pas quelque chose qu'on va recoller ou arranger à nouveau. Non, ça va se produire. Et quand ce sera le cas, l'Arabie saoudite, qui est le poids lourd de la région sur le plan financier, va influencer le Qatar, va influencer Oman, va aussi influencer les Émirats arabes unis, avec le Pakistan qui va s'imposer comme la force militaire. Les deux pays sont maintenant étroitement liés dans cet accord de défense qui contient une clause de type OTAN et cette clause devient de plus en plus solide. Il va y avoir un réalignement géopolitique dans cette partie du monde qui aura, sans aucun doute, des répercussions sur nous en Occident. absolutely, without doubt, impact us in the West. Now, how it impacts from a financial standpoint, because this is something that... Alors, sur le plan financier, parce que c'est un domaine que je connais un peu, ayant participé aux accords mis en place après la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods, les États-Unis vont avoir énormément de mal à gérer leurs 40 000 milliards de dollars de dette. Énormément de mal. Et le fait que l'Iran s'impose comme une puissance régionale, avec d'autres pays d'Asie centrale qui se joignent à lui, comme l'Azerbaïdjan, la Turquie ou l'Égypte, va faire de cette zone une région très importante du monde, d'autant plus que la Chine se tient juste derrière. Le monde ne sera plus le même dans 5 ans. Il ne ressemblera plus à ce que nous connaissons aujourd'hui, ni à ce qu'il a été au cours des 40 dernières années. Je te rends la parole, Larry. I bring it back to you, Larry. Well, I think one of the central issues with Eh bien, je pense que l'un des enjeux centraux, quand on parle du contrôle du détroit d'Ormuz, c'est l'impact économique mondial. Pour commencer, on entre maintenant dans le 5e mois, avec en gros une fermeture effective du détroit, ou alors un trafic très limité. La plupart des discussions portent sur le pétrole, et c'est vrai que c'est un facteur majeur, puisqu'on parle d'une perte d'environ 20% de l'approvisionnement mondial. Et il y a beaucoup d'histoires qui circulent, disant qu'il y aurait eu de la contrebande de pétrole. Franchement, je pense que ces gens-là se bercent d'illusions, parce que dans beaucoup de cas, les puits des pays arabes du Golfe ont été endommagés. Donc non, ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur et de voir le pétrole se remettre à couler. And so it's just not a simple matter of flipping an on switch and having it flow out. But when you look at the shortages that... Mais quand on regarde les pénuries qui ont été provoquées aussi par la perte d'hélium, et j'ai vu des estimations allant de 33 à 44% de l'approvisionnement mondial, eh bien à cause de ça, le prix de l'hélium a plus que doublé. Or, l'hélium est un élément essentiel dans la fabrication des puces informatiques. Donc si l'offre d'hélium diminue, ça veut dire qu'on aura moins de puces disponibles et donc que leur prix va augmenter, pas baisser. On le voit déjà, Apple a annoncé que son iPhone haut de gamme, le Apple 17 Max Pro, coûtera environ $200 de plus que d'habitude
et que le MacBook Pro haut de gamme sera $300 plus cher. Et tout ça, c'est simplement à cause du coût de l'hélium. That's just from the cost of that helium. Similar effects with sulfur, and sulfur is used. Des effets similaires avec le soufre. Le soufre est utilisé à la fois dans la production d'engrais, mais aussi dans le traitement des métaux. Là encore, le coût a doublé. C'est la même chose pour l'urée. Ce qu'on observe, c'est un choc économique mondial marqué par une inflation plus forte. Une inflation provoquée par le fait que ces matières premières essentielles sont toujours disponibles, mais à un prix beaucoup plus élevé. Et ce prix plus élevé vient surtout de la rareté, pas vraiment d'une hausse de la demande. Mais la combinaison d'une offre plus faible et d'une demande stable ou en hausse, c'est la recette parfaite pour un choc inflationniste à l'échelle mondiale. Et pour ce qui est des États-Unis, il fonctionne littéralement à vide quand il s'agit de choisir entre le carburant diesel et le kérosène. Il y a de fortes chances que les États-Unis soient confrontés à une véritable crise sur ce front d'ici 3 ou 4 semaines. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Trump voulait rouvrir le détroit d'Ormuz aussi vite dans le cadre du protocole d'accord. Mais ce que fait l'Iran, c'est qu'au lieu d'exporter son pétrole vers les États-Unis, il l'envoie vers la Chine et d'autres pays d'Asie, Singapour, la Corée du Sud et aussi l'Inde. Et au lieu de le vendre en dollars, ils le vendent et acceptent d'être payés en monnaie chinoise. Ce qu'on observe donc, c'est la poursuite de l'émergence de ce nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique mondial qui va s'accompagner d'un nouvel ordre politique et militaire dans le Golfe Persique. Je n'aurais pas pu mieux le dire, Larry. Vraiment, je n'aurais pas pu mieux le dire. Et je veux juste ajouter une chose. La Chine est complètement derrière tout ça. Elle apporte tout le soutien nécessaire pour que tout le monde comprenne que ce projet est soutenu non seulement par les manœuvres politiques en cours, que certains voient et d'autres pas, mais aussi par la puissance commerciale, industrielle et militaire de la Chine. Je veux dire, pas en tant qu'hégémon, pas pour remplacer les États-Unis comme puissance dominante, mais pour les remplacer comme principal fournisseur de sécurité face au Pakistan, ce qu'elle a déjà fait. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses, et je vous remercie beaucoup pour cette séance du lundi, qui fait maintenant partie intégrante de notre protocole de transition. Demain, Pepe Escobar reprendra la discussion, et mercredi, nous aurons une séance commune avec Pepe, Larry et moi-même. Merci pour votre soutien. On vient de m'informer que notre dernière séance commune a dépassé les 300 000 vues dans le monde, et c'est très encourageant pour nous. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour ce type d'information. Bon, avant de partir, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Faites plaisir au Dr Z, ça lui fera sourire. Merci beaucoup, vraiment. Très bien, mon ami. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.